Catherine, je t'aime depuis 6 mois, j'ose pas te le dire. Et en fait, ça s'entend que c'est ça que ça veut dire. Si on le voit, parce que je te souris comme un idiot et je sais pas quoi te dire pour cacher mon stress et donc, mais les mots en eux-mêmes, ils sont juste en train de dire bonjour Catherine, comment ça va? Ce qui est la formule la plus générique et la moins porteuse de sens du monde. Et puis tu peux avoir le même bonjour Catherine, comment ça va? Du chef de service qui va te virer dans 2 heures et qui te le dit totalement autrement. Et s'il le joue bien, on devine qu'il va te virer dans 2 heures alors qu'il a juste dit bonjour Catherine, comment ça va? Ressenti, parce qu'il se passe des trucs dans le non-verbal, des trucs de comédien, quoi. Aujourd'hui, dans Derrière la voix, Alexandre Damiani. un artiste et spécialiste de la voix totalement unique. Depuis plus de 25 ans, Alexandre évolue dans différents univers. Le théâtre, le conte, le chant, la mise en scène, la narration, avant de développer une approche bien à lui autour de la voix, de l'éloquence et de la présence humaine. À travers son entreprise Lego Voce, il accompagne aujourd'hui autant des artistes que des professionnels à mieux comprendre ce que leur voix révèle d'eux. Mais plus je découvre son parcours, plus je réalise que son approche ne vient pas seulement de la technique. Elle vient de la scène, du corps, de l'interprétation et des milliers d'heures passées à observer ce qui se joue derrière les mots. Bienvenue à Derrière la voix, le podcast qui s'intéresse à ce qui se cache vraiment derrière le métier de la voix off. Je suis Catherine Poirier-Roy, comédienne voix off, et avec Gérald Thibault, technicien de son professionnel, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent de leur voix. Parce que derrière chaque voix, il y a d'abord un humain, avec son histoire, son vécu, sa couleur, et c'est ce qui rend chaque voix profondément unique. Bonne écoute! Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour Catherine, bonjour Gérald. Ben, ça va super. Vous serez le rayon de soleil de ma journée. Comme je disais, il pleut, mais vous êtes là. Oui, on est là. Merci, Alex. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui dans Derrière la voix. Écoute Alexandre, plus je découvre ton parcours, plus je réalise qu'il y a énormément de couches derrière ce que tu fais aujourd'hui avec Lego Voce. C'est bien ça, je le dis comme il faut? Lego Voce, OK, parfait. Puis c'est justement ça que j'aimerais explorer avec toi aujourd'hui, dans le fond. Quand tu regardes ton parcours, c'est quoi les grandes étapes qui t'ont amené vers ce que tu fais aujourd'hui avec Lego Voce? Qu'est-ce qui a créé le gros oignon vocal que je suis avec tout? Exactement. J'ai commencé à m'intéresser à la voix, aux histoires, il y a un peu plus de 20 ans à peu près. On devait être en 2006-2007. Et ça a commencé avec le jeu de rôle. Et avec le conte et avec la déclamation de contes en public. Et puis s'en est suivi des études qui n'ont rien à voir, en grande école de commerce et des études de philosophie en même temps. Et après ça, j'ai décidé de me lancer dans la comédie et dans le chant, en parallèle. Donc ça fait à peu près 13-14 ans que j'en fais régulièrement. Comme je te disais, là j'ai atteint en 2025 le 1000e livre narré devant public, à côté du chant, de la voix saturée, du théâtre, de la mise en scène. Et j'ai décidé d'en faire un métier à temps plein il y a 4-5 ans, puisqu'avant je le partageais avec mon autre métier qui était sportif de haut niveau et coach sportif. OK. Autre chose que j'ai faite entre-temps. Ben oui, finalement, ça, je sais, tu me l'apprends. On n'en avait pas eu le temps d'en parler, mais c'est ce qui fait que j'ai créé l'idée Lego Voce, que j'ai d'ailleurs déposée, puisque en fait, je suis le seul à faire ça dans la francophonie de cette façon. Alors je dis pas que c'est merveilleux ou pertinent, je dis que c'est exceptionnel au sens strict. C'est un truc que j'ai créé moi. Moi, pour l'avoir vécu, un coaching avec toi, oui, c'est merveilleux et pertinent. T'es gentil. J'essaye d'amener en même temps le côté artistique, chanteur, théâtre, le côté management, entreprise, conseil stratégique, qui a sa pertinence même pour les artistes, comédiens, chanteurs, l'approche physique, avec le côté sportif de haut niveau qui fait qu'on comprend plein de choses au niveau de la corporalité, et puis même mes études de philo me servent. On en a parlé un peu et t'as vu un petit peu ce que je fais, puisque j'essaye toujours de creuser dans le fond et de faire une prestation 360, on va dire, puisque ce que je ne veux pas faire, parce que ça marche peu pour moi, c'est uniquement du coaching vocal technique, uniquement sur le côté la fin du process, la respiration, la voix, les techniques.
Parce que tout ce qu'il y a en amont va vraiment venir induire tout le reste. Et donc, voilà, on essaye de créer un autre lien qui creuse un peu partout et qui dégrossit tout ce qu'il y a à dégrossir pour faire sortir ce qu'il y a de mieux dans une voix qui n'est pas qu'une voix, et voilà, ne pas couper la voix du reste, de tout le reste. Un exemple rapide pour illustrer pour les téléspectateurs aussi, qu'on salue d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à la belle province. On est loin, oui, mais les je vous Québécois. aime. On part de la philosophie. Truc très compliqué, philosophie allemande du 19e siècle, et je vais faire exprès de le dire comme ça. La pensée, ça n'est jamais que le reflet en idée de la quotidianité dans ce qu'on reproduit, dans le rapport social aux autres. Autrement dit, on est condamné à n'avoir de pensée que correspondant à ce qu'on veut préserver et ce qu'on veut ne pas changer, dans ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, et donc comment la voix sort. Ça, c'est le côté philo, où on se dit, bon, c'est bien gentil, mais encore un Français qui fait des grandes phrases. Comment ça, je vous ai vu, comment ça descend dans le concret? Ça descend dans le concret que, comme la voix, c'est l'intention d'agir. Si je suis en amont bloqué par des trucs de ma vie qui n'ont rien à voir avec la voix, bon courage pour trouver l'émotion juste et à son vrai niveau de profondeur dans un personnage. Et donc là, ça se substitue pas à un psychiatre ou quelque chose comme ça, on n'est pas du tout là-dedans. C'est même pas du développement personnel, j'aime pas trop cette appellation. C'est simplement de trouver ce qui constitue finalement les leviers d'action principaux chez les gens pour pouvoir jouer sur leur déterminant profond. C'est-à-dire, vous êtes qui ? Vous venez d'où ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous fait jouir ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? Montrez-moi ça un peu. Que je sache par où on va passer. Parce que sinon, je peux dire tiens Gérald, fais-moi une voix d'enfant qui a peur. C'est pas une consigne artistique, c'est une phrase générique. Et si je te la dis à toi, comme à Catherine, comme à n'importe qui, je vais avoir plein de résultats, tous différents, et tous pas au niveau de ce que vous avez à donner, parce que c'est mal dégrossi. Par contre, si je sais que tu as peur des requins, ou que Catherine a un problème avec la vitesse, on va se servir de ça. Et on va voir comment dans le quotidien... Exactement. Et on va voir comment dans le quotidien, tu as l'habitude de te comporter qui fait qu'on va partir de ça, de justement ce que tu fais naturellement pour le mettre en scène, le modifier de cette façon. Et si je donne le côté théorique, justement, c'est pas pour faire le malin. Et la plupart du temps, ça passe bien. Et bon, après, les gens veulent creuser plus ou moins, ça c'est selon les cas. C'est vraiment pour dire que c'est des leviers qui fonctionnent parce que ça n'est pas une opinion personnelle. Ça n'est pas moi qui ai décidé que ça me plaisait, alors j'allais décréter que c'était ça qui est important. On le retrouve chez tout le monde et quand on le différencie chez les gens, on peut après rajouter plein de petits trucs. C'est-à-dire tiens voilà, on a un portrait impressionniste et puis après on zoome et là on rajoute le corps, voilà. Tu rajoutes des couleurs, en fin de compte, des couleurs à ce que tu veux interpréter. C'est ça. On essaye de passer du noir et blanc au Technicolor. Et puis toi, Alexandre, fait que là, tu disais, t'as touché au théâtre, au conte, au chant, à la mise en scène, à la narration. Est-ce que chacune de ces disciplines-là t'a appris quelque chose de différent sur tes clients ou sur l'être humain en général? Oh oui, et j'apprends encore tous les jours et je me remets toujours en situation de débutant, que je le veuille ou non, ça oblige aussi à rester un peu humble. C'est vraiment sans fin. Et là, le panache de tout ça, justement, le mélange et l'habitude fait que, comme je te disais, je fais toujours de la mise en scène finalement. Mais je fais évidemment différemment mon dosage. La mise en scène de séminaires sur la négociation salariale en entreprise va pas être la même que la mise en scène pour un comédien de doublage ou un chanteur de métal extrême. Mais il y a toujours ce côté où là où c'est inattendu, on va utiliser des leviers auxquels les gens ne s'attendent pas. Et c'est aussi ça qui crée la complicité, l'humour, la fraîcheur et le côté inédit qui fait que les gens se lâchent, se lâchent prise, se mettent bien. Et là, on voit, c'est ça que j'adore dans mon métier, faire sortir la lumière chez les gens. Là, ce truc-là,
Mais on peut pas faire arrêt sur image et dire oui, c'est ça, comme à l'usine. Allez, refais-moi-en maintenant. Il m'en faut 40, et puis on gardera le meilleur. C'est pas comme ça, tu vois. Donc faut l'amener par mise en scène, chant, théâtre, etc. Qu'amènent les couleurs dont parlait Gérald, pour à la fin avoir idéalement toute la palette. Mais quand tu deviens multicolore comme ça, tu peux pas reproduire à chaque fois ce que tu viens d'allumer, comme on dit. Est-ce qu'il faut prendre des notes? Ah, est-ce qu'il faut prendre des notes? C'est une bonne question. Ouais, tu veux être de mon côté ou du côté du client? Ben toi, est-ce que quand tu fais affaire avec quelqu'un, est-ce que tu prends des notes sur la personne, sur sa façon, qu'il y a une facilité à quelque part, tu sais? Oui. Bon, les premières séances, je prends des notes, déjà pour écouter ce que les gens me disent et comment ils formulent eux-mêmes leurs propres demandes. Après, je me fais une idée et puis j'enregistre aussi les séances pour que les gens aient une copie, qu'ils puissent revenir sur ce qu'on a dit. Et moi, j'ai mes petits fichiers où effectivement, plus je connais les gens depuis longtemps et plus j'affine finalement, puisque plus une complicité se crée et plus je comprends qui j'ai en face et comment être vraiment là où il faut. C'est comprendre la sensibilité des gens, comprendre leur humour, comprendre aussi leurs petites fêlures, ce qui va faire joli. Tu sais, ça, comme on dit en jeu, il faut salir le texte. Il faut pas juste réciter, il faut amener des choses touchantes. Il faut créer des vides que le spectateur, l'auditeur va pouvoir remplir. Mais pour qu'un comédien, je vais dire comédien, mais c'est au sens large, hein, chanteur, tout ce qu'on veut, pour qu'un comédien crée un vide, il faut qu'il se mette en danger. Et les gens ne se mettent pas en danger sur injonction. Il faut qu'ils t'aiment un peu et il faut qu'ils te fassent un peu confiance. Et ça se construit, ça ne se décrète pas. On avait fait cet exercice avec Catherine il n'y a pas longtemps sur le travail sur la colère. Okay. Pour faire sortir des choses chez les gens. En général, la pire erreur à faire, c'est d'essayer de construire cérébralement. Ce que je dis toujours, je reprends ça parce que je le dis tout le temps, on ne construit pas un mur en commençant en bas et en empilant des briques. On donne tout de suite, on fait tomber un gros bloc de pierre du ciel et après, on sculpte, on enlève de la matière et quand on est au bon niveau, on arrête d'enlever et là on a ce qu'on veut. Ça procède par soustraction et non pas par construction. Donc, quand on travaille par exemple des grandes émotions mal dégrossies, si je te dis Gérald, fais-moi un personnage en colère, et que tu commences comme plein de débutants par oui, je suis pas content, je vais froncer les sourcils et je vais prendre cette voix-là. Il additionne des choses. Tu vas être dans un agacement. L'agacement, c'est de l'agacement, ça ne sera jamais de la colère, parce que la colère, n'est pas un agacement poussé plus loin. La colère est d'une autre nature. Et c'est ça qu'il faut que je comprenne avec les gens. Puisque la colère, c'est je n'attends pas de réponse de ta part si je me mets en colère contre toi. J'arrête. C'est-à-dire construire de quoi dans ta tête et après ça le déposer comme un bloc. C'est ça. Dire que je comprenne ce qui te met en colère, va chercher un truc qui te met en colère et envoie-moi de la colère. Et à partir de là, on descend, on affine, mais c'est un délire de comédien. Donc le délire, il faut l'avoir construit, il faut savoir le construire. Donc il faut une visualisation, il faut un personnage, il faut une histoire. Improviser, ouais. Sinon tu fais des clichés. Sinon, tu fais que de la voix. Ce qui est le pire qui puisse arriver à un vocaliste, c'est de faire de la voix, sans rien en dessous, suspendu en l'air comme ça. Moi, je penserais plutôt à ce qu'il m'a mis en colère un moment donné dans ma vie, puis je me mettrais dans la peau, en fin de compte. C'est pas idiot. Ça pourrait être une très bonne méthode. Alors après, tu vois, des fois on se protège, on crée une situation. Surtout quand t'as des rôles à faire, tu vas pas prendre tout en toi. Si je joue une scène comme on a fait lundi, je suis avec Catherine et puis que je l'engueule, je vais imaginer un truc où je suis un personnage, elle est un personnage. Mais ça me permet de l'engueuler à fond puisque c'est pas moi. Donc ça me permet d'aller très loin, très fort, là où il faut. Alors que si je suis dans la voix, en train de faire de la voix, ça reste Alexandre et Catherine et j'ai pas envie de crier sur Catherine. Donc je vais bloquer. Et comme je bloque, je vais vouloir compenser en créant un truc. Et donc je serai toujours faux au niveau du jeu. Toujours faux. C'est irrattrapable. Et c'est ça que j'essaye d'éviter et d'apprendre à mes clients. Les gens sont souvent à un petit mot gentil ou à un encouragement de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on le leur demande.
Et c'est souvent ils ont ça en eux et on les incite pas à le faire. Alors que le laisser aller, le lâcher prise. Ah oui, si on dit vraiment, on dit bah vas-y à fond. Ah faut pas le dire comme ça parce que ça marche pas. Non. Si on fait en sorte que les gens puissent y aller à fond, très souvent ils y vont à fond. Même des. Tu vas chercher des émotions. Tu les touches avec l'émotion pour qu'ils puissent les ramener à toi. Je sais pas. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment tellement différent selon les gens, mais il y a des gens à qui je vais dire surtout n'allez pas taper dans vos émotions. Surtout pas, parce que sinon vous allez jeter votre émotion au visage du public et vous aurez rien créé. Donc c'est unilatéral, il y a pas de connexion. Faites surtout pas ça. Et il y a d'autres gens où le problème, ça va être justement, ils ont peur de leurs émotions. Ils ont peur du ridicule, peur de l'impudeur, peur de tout un tas de choses. Et eux, il va falloir qu'ils se lâchent au niveau des émotions. Mais il va falloir les inciter, les inviter à le faire sans qu'ils se sentent en danger. Et donc, des fois, il faut montrer l'exemple, il faut faire avec eux, c'est comme les enfants, il faut cacher les petits pois dans la purée, quelque part. Ça évite les clichés. C'est le premier truc qu'on gère pour les débutants qui apprennent la voix, c'est de ne surtout pas essayer de faire de la voix. Parce que sinon, dès qu'on essaye de faire un geste technique, on va faire un cliché. Et on en rigolait sans se moquer des gens, mais évidemment, mais du phénomène qu'on a tous fait et quand on se trompe, et que ça m'arrive encore, c'est la voix de voix off. Typique, la voix de voix off de pub. Bienvenue avec Gérald et Catherine. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être... Personne ne parle comme ça, avec cette espèce de tête que personne ne fait quand il sourit vraiment. C'est pour éviter ce genre de truc, pour donner de la vraie joie. Souvent, les gens osent pas être naturels. Ça veut dire ça, les émotions. On commence d'un truc plus bas que ça. Parce qu'il faut vraiment faire cette construction de la scène et de la visualisation, et surtout pas essayer de comprendre intellectuellement, parce que sinon on se tient à distance du truc et on se juge en train de le faire, donc on peut pas l'incarner par définition. Et ça, c'est mon boulot quand je mets en scène les gens, c'est surtout pas le comédien qui doit faire ça. Mais c'est-tu un genre de délire, un semi-délire, ton cerveau il réfléchit pas, il délire dans son interprétation, en fin de compte, tu sais. Ouais, ça peut être très drôle et très puissant c'est bon signe quand les gens font ça, ça veut dire qu'ils se marrent. Et ils s'autorisent à rater. Et c'est à partir de là qu'on commence à réussir. Autodérision. Ouais. Puis d'aller dans l'outrance ou des fois, ce qu'on croit être l'outrance va être même pas encore le bon niveau d'intensité. Vous avez une idole de ça, un maître de ça au Canada, Jim Carrey. Ah oui. C'est un peu votre Louis de Funès. C'est toujours over the top, mais c'est toujours juste. Toujours juste. Alors que c'est outrancier le niveau d'énergie qu'il faut. Mais c'est il pense pas à ce qu'il y a de l'air. Il pense plutôt à faire une prestation. Il se met pas de limite. Puis il peaufine pour faire son personnage, en fin de compte. Donc t'imagines tout ce qu'il a fallu construire, parce que si tu es vraiment toi, sans personnage, juste avec ton énergie, et que tu balances ça, c'est hyper dangereux. Tu finis grillé très vite, complètement épuisé, et au bout d'un moment, tu joues toujours une version caricaturée de toi-même. Donc tu deviens un mauvais comédien. Si tu fais ça. Parce que comme on est à fond dans un truc ultra personnel, où on met tout ce qu'on a, c'est des fois compliqué de se laisser en retrait. C'est tout un dosage. C'est l'importance d'avoir des réactions de l'entourage, de l'industrie qui veulent t'engager, tu sais. C'est un beau comeback. Au lieu de s'auto-évaluer tout le temps, là, il faut demander à quelqu'un. C'est le gros problème de la voix off en home studio, par exemple, et c'est pas leur faute, c'est que il y a personne pour nous aider quand on fait ça. On n'a pas de retour. On n'a pas de metteur en scène à côté. On fait le produit, on l'envoie, le commanditaire l'entend et c'est bon ou pas, et voilà, c'est compliqué ça. C'est le sens de la formation que je fais avec les clients voix off, qui sont, je dirais, 20-30% de ma clientèle. C'est on fait du travail dirigé pour que vous compreniez ce que vous faites quand vous le faites. C'est-à-dire que vous avez une base à ressortir. Après, vous l'affinez au cas par cas, mais vous savez ce que vous créez quand vous le créez. Et ça correspond pas simplement à répondre à un brief.
Parce que souvent, le brief donne des indications vocales, pas des indications de jeu. Je prends toujours cet exemple parce que c'est un des pires que j'ai entendu. On appelle ça une direction artistique, mais c'en est pas une. Si je te dis, Catherine, fais-moi le texte joyeuse, dynamique et confidente. Qu'est-ce que je vais créer à partir de ça? Soit je sais transcrire ce que ça veut dire, parce que c'est les bits du hiéroglyphe, tu sais. Faut que je traduise ça en comédie, en jeu, en disant, attends, qu'est-ce que je peux créer qui fasse que ça soit pas un cliché? Parce que sinon, je vais faire un truc joyeux, dynamique et confident. Et on va tous faire le même et ce sera jamais bon. Et donc ça, faut avoir appris à le faire. Alors c'est de la mise en scène et c'est de la comédie, hein, rien d'extraordinaire. C'est un peu le 101 du jeu et de l'acting, mais ça s'apprend, c'est un métier. Et puis il y a le côté vocaliste qui donne des spécificités qui sont différentes de la scène ou de la caméra. Je vois la profondeur de ce que tu peux apporter à quelqu'un. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui stresse puis se demande pourquoi. Pourquoi il n'est pas capable de livrer un texte. Ça arrive, ça, puis c'est un stress que ceux qui font de la voix off... oui, et connaissent bien. Et c'est puis ils vont sur la technique, mais au point de vue de l'enrobage, ils savent pas trop quoi faire, tu sais, à part que faire du acting, de se mettre dans le personnage émotivement. Mais toi, tu apportes un soutien selon leur personnalité, en fin de compte, c'est ça? C'est un peu ça. Ben, si je reprends cet exemple pour illustrer... en jouer dynamique et confident, peut-être naturellement, Catherine va le faire comme pour la boîte magique avec une voix féerique, enfantine, et ça colle tout à fait aux mots. Et puis toi, Gérald, si ça se trouve, on fait un truc ensemble et je vois un truc chez toi, je vois une énergie que je repère et je fais tiens, tu sais quoi, Gérald, le Joker dans Batman. Il est aussi enjoué, dynamique et confident, tout en étant complètement taré, pervers, maléfique. Persuadé de ce qu'il dit. Fais-moi ça. Et tu vas me faire un truc totalement à l'opposé qui sera enjoué, dynamique et confident. Et donc à ce moment-là, ça aide beaucoup, j'ai remarqué, les comédiens voix off, parce qu'ils se détachent de la chose et là ils l'expérimentent. C'est pas juste des mots. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Ne perdez jamais ça de vue. Que ce soit le texte que vous avez à jouer ou les consignes, les mots ne veulent rien dire tant que vous n'avez pas mis une intentionnalité et un contexte. C'est des petits trucs de théâtreux, j'ai pas inventé la poudre, mais on l'oublie derrière le micro. Le truc du miroir, est-ce que c'est de quoi qui peut aider quelqu'un qui fait de la voix? Je me suis toujours posé cette question, parce qu'on voit souvent ça dans les films, ils essaient de se mettre dans un personnage ou de ressembler à quelque chose en se regardant. Là. Alors, là, ça n'engage que moi, parce qu'il y a plusieurs écoles. Ouais. Mais... à part les narcissiques, là. J'ai du mal avec le miroir au début. Je trouve que c'est un excellent outil, mais un outil premium, un outil masterclass pour après, pour peaufiner. Parce que, justement, le risque quand tu es en phase de création de quelque chose, c'est de t'auto-corriger par rapport à ce que ça te fait à toi une fois que tu l'as sorti. Mais c'est pas toi qui vas le recevoir quand tu le crées, c'est quelqu'un d'autre et qui n'aura pas ta sensibilité. Donc si tu te focalises sur ce que tu reçois en le faisant, tu ressens en fin de compte, ouais. T'es pas sûr. Ouais, c'est ça. Tu te coupes de la possibilité d'aller dans des territoires non cartographiés et inconnus. Là, je vais être obligée de vous ramener, là, parce qu'encore, on s'éloigne. Je suis parti voir un papillon dans le plafond, là. Ramène-nous. On t'écoute. Bon, écoute, Alexandre, tu m'as confié. Je sais pas si tu en as parlé dans le podcast aujourd'hui ou si c'est juste à moi que tu en as parlé, mais tu m'as parlé avoir narré plus de 1000 romans face à un public, finalement. Ce qui est quand même assez très impressionnant. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris sur l'attention des humains? Elle est fragile. Que c'est pas longtemps. Ah ouais. 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 Oui. Si je dois te résumer comme ça, c'est un des exercices où il faut le plus garder une connexion avec le public, alors que tous les pièges sont présents pour la perdre.
C'est ce qui m'a le plus appris dans la narration de romans. Alors évidemment, c'est pas de mémoire, hein, puisque des romans entiers, je les apprends pas par cœur. Donc c'est avec texte, mais texte joué, hein, pas texte lu. Et donc il faut toujours reconnecter au niveau des inflexions, au niveau du regard, au niveau du bouger, au niveau de emporter, communiquer l'énergie, jouer sur l'humour, interpréter tout le temps le texte, créer une ponctuation orale qui n'est pas écrite, contredire une ponctuation écrite parfois, parce que si on la suit, ça passe plus à l'oralité. C'est plein de petites choses que connaissent les professionnels. Là, on rentre dans des trucs un peu vraiment spécifiques de la narration et les travaux longs. Je te dirais pas la même chose pour des spots publicitaires ou des jingles pub, évidemment. C'est une autre énergie, c'est une autre temporalité. Mais vraiment, la narration, ça forme aussi beaucoup pour les travaux d'orateurs publics, pour tous les conférenciers, pour le monde professionnel. Je sors un petit peu du monde artistique. Professionnel, j'entends tout ce qui est pas artiste, hein, business, etc. Et c'est vraiment ça que ça apprend, c'est à garder à l'esprit que on raconte toujours pour quelqu'un d'autre. Et ça aide à corriger notamment les défauts de débutants qui parlent toujours trop vite, qui oublient que le public, lui, n'a pas le texte sous les yeux, donc doit avoir le temps de combler les fameux vides qu'il faut créer, visualiser l'image. Et donc, à chaque fois que les gens ralentissez jusqu'à ce que vous trouviez que c'est trop lent, vous êtes encore à peu près 3 fois trop vite. Et ça, c'est les trucs les plus difficiles au départ pour les gens quand on les forme. Et puis après, interpréter et pas lire. Je reprends la formule à un homme que je respecte beaucoup dans la profession, Pierre Mauboucher, qui est une des plus grandes voix off françaises, qui fait ça depuis 35 ans, qui formulait ça ainsi: n'oubliez jamais, lire à voix haute, c'est un oxymore. La lecture, c'est le processus silencieux et invisible entre les yeux et le cerveau pour décoder des signes à partir d'une codification, un alphabet, une langue. Dès qu'il y a voix, il n'y a plus lecture. Il y a narration, jeu, interprétation, déclamation, récitation, scansion, ce que vous voulez, chant. Mais lire à voix haute en mettant le ton, ça donne les catastrophes façon IA de trop de produits sur le marché du livre audio. Et donc, pour faire ça, évidemment, rien ne vaut le conte, l'art du barde, en quelque sorte. Et puis c'est sympa parce qu'on est en direct aussi. Ouais, bon. Ça doit être épuisant, par contre, un roman en entier comme ça, joué. Oui, alors pas forcément en une fois, hein. Mais ça apprend à tenir 2, 3, 4 heures, oui, parfois plus, avant pause. Mais ça, c'est très intéressant d'un point de vue technique pour la respiration, le maintien de l'énergie. Tu vois, on fait encore des parallèles. Le chant métal, le chant en voix saturée, l'apprentissage de l'utilisation des abdos pour le plancher diaphragmatique, ça sert énormément pour les travaux longs. Pour tenir un personnage dans son énergie, dans sa voix, dans son regard, dans sa posture, dans son costume, dans son histoire, dans son... Et quoi que tu fasses, tu vois, dès que tu le perds, ça s'entend quand tu l'as. C'est ce qu'on travaillait lundi sur le narrateur est un personnage. Si le narrateur n'est pas un personnage, on l'entend si les autres personnages sont joués, et on peut pas juste se baser sur les dialogues. Et c'est très physique, c'est très là la mise en condition du chanteur ou du comédien qui est souvent négligée, surtout en voix off. C'est beaucoup plus physique, je le dis tout le temps, la voix c'est un sport de haut niveau. Et si vous faites des choses extrêmes avec votre voix, par exemple de la voix saturée, vous êtes sportif professionnel de haut niveau d'un sport extrême risqué. Donc vous devez faire les échauffements et les récupérations adéquats. Il s'agit pas juste de boire un coup d'eau, de faire et puis d'y aller. Ça va pas suffire. Si je commence à vous parler à l'avant du masque, vous sentez que ma voix, elle est dégueulasse et que je vais me faire mal. Et d'un seul coup, j'ai perdu 20 points de charisme d'un coup. On sent que ça va pas, là. Il manque un truc. Ouais. Parce que j'ai pas mes harmoniques, j'ai pas mes résonateurs, j'ai pas ma voix de poitrine. Donc si je monte pas dans le corps. Je monte en forçant sur l'appareil phonatoire. Et ça donne le syndrome de l'institutrice. Kevin, ça suffit! Rendez-vous chez le phoniatre dans 2 semaines. C'est des vrais sujets et des vrais... Je t'avouerais que
On a commencé le podcast ensemble, puis j'ai remarqué que tu forces pas ta voix. Jamais. De toute façon, essaye aussi de garder, enfin j'y pense plus avec le temps, Ouais. tu vois, raconter des histoires, et que naturellement tu poses une voix qui est relativement reposante et gentille, qui fait du bien aux gens. Il faut faire très attention, et c'est un outil d'autocontrôle pour tous les professionnels. Écoutez le son de votre voix et demandez-vous si vous aimeriez l'entendre. C'est comme ça que j'ai corrigé. Ce que j'ai fait avant, c'est de moi que je me moque. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, je faisais pas le même poids, j'avais pas la même musculature. Tout ça a beaucoup changé aussi par mon autre profession. Ça a changé ma voix, mais j'avais pas mes graves. J'avais vraiment une petite voix de jeune homme comme ça où il y avait pas de grain. Alors c'était pas horrible, mais ça. Et Ouais. parce que j'essayais de faire des trucs. Tu vois, on reparle des trucs de tout à l'heure sur le côté presque philosophique. Vous êtes qui? Psychologiquement et socialement, vous êtes qui? Si vous faites comme plein de gens qui pensent que c'est malpoli et méchant et malveillant de prendre sur l'espace de l'autre, vous n'allez pas oser projeter, parce que vous allez confondre envoyer de l'énergie avec être méchant. Parce que vous prenez de la place. Et prendre de la place, c'est malpoli. Donc non, ça tout va bien. Non, c'est ma voix normale. Et hop, c'est une technique pour si je te fais une version d'Alexandre qui est un petit peu stressé, je vais prendre l'attitude de quelqu'un de stressé, puis ma voix va venir en stress parce que là, si je mets une main devant, là, il y a plus d'air qui sort. Tout est à l'intérieur, mais j'ai pas peur. Hein. D'ailleurs, ça se voit et ça s'entend. J'ai pas peur. C'est des petits exercices comme ça où on joue, on rit de soi et tout va mieux après parce qu'on prend pas au sérieux, c'est le travail. On crée des trucs et on se marre. Et si ça touche les gens, on a gagné, voilà. Point. J'aimerais qu'on reparle un petit peu dans ton approche, tu dis que les voix dépassent largement les mots. T'en as parlé brièvement tantôt, mais finalement, on est parti sur une dérive ailleurs, complètement ailleurs. Donc, t'en as pas assez parlé. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette vision-là. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les écrivains. J'ai des clients écrivains où on travaille sur leurs personnages. Parce qu'ils vont déclamer à haute voix les dialogues pour voir si ça sonne. Et là, ça marche. Sinon, faut réécrire. Et c'est là qu'on s'en rend le mieux compte avec les gens dont l'écriture est le métier. Ce dont on se rend le mieux compte, c'est que les mots n'ont aucune charge sémantique en eux-mêmes. Le sens du mot dans le dictionnaire n'est qu'une base. C'est ça que ça veut dire, les mots n'ont aucun sens. Et c'est extrêmement libérateur de se rendre compte que n'importe quel mot peut servir à n'importe quoi pour de vrai. C'est pas abusif de dire ça. C'est purement une question de direction artistique et de jusqu'où le metteur en scène et le comédien ont des idées et jusqu'où ils arrivent à aller ensemble. Et c'est tout le principe de l'ironie, du contre-emploi, du second degré dans tout un tas de textes et de scènes. Et c'est difficile à faire passer comme ça, mais si on fait une scène tous les deux et je te dis des conneries de la vie de tous les jours parce qu'on est au bureau et on imagine une scène d'une série genre The Office. Bonjour Catherine. Ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire Catherine, je t'aime depuis 6 mois, j'ose pas te le dire. Et en fait, ça s'entend que c'est ça que ça veut dire. Si on le voit parce que je te souris comme un idiot et je sais pas quoi te dire pour cacher mon stress et donc, mais les mots en eux-mêmes, ils sont juste en train de dire bonjour Catherine, comment ça va? Ce qui est la formule la plus générique et la moins porteuse de sens du monde. Et puis tu peux avoir le même bonjour Catherine, comment ça va? Du chef de service qui va te virer dans 2 heures et qui te le dit totalement autrement. Et s'il le joue bien, on devine qu'il va te virer dans 2 heures alors qu'il a juste dit bonjour Catherine, comment ça va? Parce que regard, tension, éclairage, musique, ressenti, parce qu'il se passe des trucs dans le non-verbal, des trucs de comédien, quoi. Et donc, à toutes les voix off, comme vous n'avez que la voix, vous pouvez croire que vous n'avez que les mots. Débarrassez-vous de ça. Surtout pas. C'est pas vrai. Et quand vous vous libérez de ça, tout est possible et ça devient génial. Parce qu'on peut vraiment tout faire avec n'importe quel mot.
Et c'est très contre-intuitif. On le comprend quand c'est expliqué, c'est pas non plus si compliqué que ça, mais après l'explorer, ça devient passionnant. La voix off en français, est-ce que c'est complexe par rapport à la... Tu sais, la langue française a beaucoup d'émotions dans différents mots que par rapport à l'anglais, le langage anglais n'a pas, tu sais. Ouais. Alors je l'ai souvent avec des clients américains et qui sont souvent bilingues. J'ai souvent des clients américains qui travaillent le French accentuated pour parce que c'est très demandé. Pour essayer d'être dedans, ouais. En anglais, l'anglais se chante. Les diphtongues font des courbes, font des sinusoïdes. Et c'est d'ailleurs ce que les Français ne savent pas faire, puisqu'ils parlent très mal anglais, comme tout le monde le sait dans le monde, en général. Donc le français est une langue beaucoup plus atonale. C'est pour ça que tu es obligé de faire des phrases et de faire des mots. Le français est une langue de substantifs et de précision. Ce qui fait que ça fait sourire des fois les gens qui disent « Ah tiens, encore un français, il va employer des mots compliqués, des mots abstraits. » La langue est foutue comme ça. C'est pas pour faire chier le monde, excusez-moi, mais c'est ça. L'anglais est une langue de verbes. Elle est très to the point. Et ça joue sur la modalité chantée de la langue. Donc on ne travaille pas de la même façon et on ne joue pas sur la même chose. Je vais pousser dans le chant un comédien anglophone pour qu'il puisse atténuer ensuite l'accentuation et la rendre subtile. Mais je le pousse d'abord à fond là-dedans. Comme ça, on va au bout et après, on peut s'en débarrasser comme on veut, en dosant. Un français, ça va être tout le contraire. Dès qu'il veut mettre de l'intention sans savoir comment faire, il va se mettre à chanter, à monter sur les fins de phrases. C'est l'histoire du petit Gérald qui allait voir Catherine. C'est sous prétexte que c'est un conte pour enfants. Alors que non, mais comme on a voulu forcer par rapport à une base atonale, on se met à mettre des intonations, mais factices. Cette langue-là fonctionne pas comme ça. Et quand j'ai la chance d'avoir des clients étrangers, et c'est souvent le cas, ça m'apprend énormément sur le côté physique de qu'est-ce qui se passe dans la bouche pour faire certains sons. J'ai une cliente chinoise avec qui on travaille ça pour faire justement pour faire le chat. Pour faire des sons comme ça, qui sont des sons qu'on trouvera pas dans d'autres langues. Ah ouais. Et après, tu peux trouver des inspirations. Tu as un personnage russe à faire. Je parle absolument pas russe, mais je vais partir sur cliché comme ça, rouler les airs, c'est pas du russe, c'est du n'importe quoi, mais mon corps se met à faire ça pour faire cliché. Un peu, je prends sourcil. Boris. Voilà. C'est un méchant russe drôlatique pour film Hollywood. Voilà. Est-ce que tu as bien la valise avec les armes, Gérald? Et c'est intéressant parce que là, tu joues avec plusieurs langues finalement. Et on s'amuse même à faire je vais même aller loin exprès. Il y a des gens, je parlais tout à l'heure d'approche presque philosophique de qui sont les gens, quelles sont la psychologie des gens. Il y a des gens qui n'osent pas mettre certaines énergies très poussées dans certains rôles par peur du racisme, par peur de choquer. Ouais. C'est un vrai truc. Et on se rappelle, je me rappelle Medondo qui doublait Eddie Murphy dans Le flic de Beverly Hills. Ouais. C'est un truc, tu vois, de mettre une énergie ultra chantée. Ah mais merde, je double un noir. Donc si je me mets à faire des choses un peu caricaturales, je vais passer pour un ultra... Il y a des gens qui se disent je vais passer pour un ultra raciste. Moi je m'en fous, je sais qui je suis. Je peux te forcer l'accent camerounais comme je viens un peu de faire. Je m'en fous complètement. Parce que ça fait rire d'ailleurs les clients du Bénin avec qui je travaille en général. Ça sonne un peu comme mon grand-père, c'est marrant. Mais on s'autorise ça, on s'autorise tout. On s'autorise la nuance par l'outrance. Jim Carrey. Je fais exprès parce que je l'adore et parce que mais c'est un bel exemple. Hein. On ne s'autorise pas la nuance par la nuance. La nuance au départ amène la gêne, la précaution, donc la censure. L'outrance amène l'irrévérence, l'insoumission, l'énergie de renversement qui est nécessaire pour créer quelque chose en comédie. Si on a peur,
si on a peur de choquer, si on a peur des codes, si on a peur de l'interprétation qu'on croit que le public va faire, on fait le pire truc possible, c'est-à-dire donner aux gens ce qu'on croit qu'ils veulent. Et là, pour le coup, c'est une catastrophe. Je reviens toujours aux enfants, parce que les enfants sont tellement naturels, ils n'ont pas de barrière, que des fois, ils font des drôles de grimaces ou d'intonations que ça nous fait rire, tu sais. Oui. Et c'est des exercices d'échauffement regarde, si je te fais ça. Est-ce que je viens de me moquer de gens attardés mentaux? Non, évidemment que non. Qu'est-ce que je viens de faire en faisant ça? Je viens d'apprendre à mon corps à bloquer sa trachée en sortant la langue, en fermant un œil, parce qu'à un moment, je vais peut-être avoir besoin de ce son, et c'est à partir de ce son que je le dérive. Alors ça, c'est moi dans mon corps. Il y a d'autres chemins, mais c'est un exemple que je donne pour montrer que c'est pas gratuit, pour la provoque. C'est pas de la provocation. C'est à partir de ça, je vais revenir un peu en arrière. Et là, si je reviens un peu en arrière, tout de suite, je fais 130 kilos de graisse, je transpire, j'ai un costume italien, et je sens que la personne qui... à mesure que... Voilà, c'est la personne qui a embêté Catherine, on va lui faire un cours de natation avec des palmes en ciment dans la baie d'Hudson tout de suite. C'est bon ça, Alec. Et sur là-dessus, si je descends, c'est le même mouvement technique. C'est toujours dans la trachée, puis... Tu descends dans la trachée, tu descends, et tu t'effaces complètement. Et là, on est sur le Hobbit et le gros dragon. Voilà, par exemple. Bonjour les enfants. Voilà. C'est un truc que alors c'est pas si difficile que ça à faire, mais... C'est un exercice. Un corps stressé, dans un esprit stressé, qui a peur qu'on croit qu'il se moque d'eux, tu n'oses jamais aller jusque-là. C'est vrai. C'est ça qu'il faut enlever. Ou se créer une liberté à soi. L'autocensure, ennemi numéro 1. C'est celui auquel on casse la gueule en premier dans les coachings. Tu sais, t'as regardé Louis de Funès, Carré, plein d'acteurs qui sont bons, c'est parce qu'ils vont au-delà des limites de ce que le monde pourrait faire, tu sais. C'est un truc très intelligent que j'avais entendu chez un comédien français, Alexandre Astier, qui, en parlant de Funès, qui disait ça. Il est toujours en avance. Il te donne toujours les trucs trop tôt. C'est pour ça que ça marche. Mais les gens se rendent pas compte l'énergie que ça demande et la virtuosité que ça demande d'être toujours en avance et juste. Un espace. Ouais, et pas pour piéger, mais pour surprendre. Et quand t'es surpris, tu écoutes. Parce que on revient à la question de l'attention tout à l'heure. C'est, en fait, la question que doivent se poser les comédiens, j'essaye de donner aussi un petit peu des trucs pour les gens qui nous écoutent, si ça va leur servir, c'est mettez-vous à la place du public. Le public est impitoyable et il a raison. Le public est venu, il a payé de son temps et de son argent. Et à un moment, si vous y êtes pas, il a tous les droits de se dire je suis venu te voir, je veux t'écouter, mais je m'emmerde. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à ce que tu me racontes? Donne-moi une raison. Et là, tu fais pas ton job. Parce que je vois, si ça rate, je vois un comédien en train de bien faire son boulot. Je vois pas le personnage. Et donc, c'est un comédien qui fait mal son boulot. Et ça part d'une volonté de bien faire. C'est ça qui est terrible. Ça part d'une autocensure, ça part d'une volonté de reproduire des gestes techniques pour se rassurer. Mais tant qu'on a besoin de réassurance, il faut pas se présenter face à un public. Il faut assumer cette peur-là et il faut se mettre en danger devant les gens. Et donc, c'est compliqué. Et puis... Tout est dans la psychologie de l'humain, hein. C'est vraiment... Beaucoup. Je voulais te demander, est-ce qu'une voix finit toujours par trahir ce qu'on tente de cacher? Et je trouve que c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de nous dire finalement. Ben oui, c'est... Là, tu vois, je fais exprès, hein. Tu sens que ça va pas. Tiens notre attention, c'est correct. Là, je dis rien, mais tu sens que ça va pas. Donc là, si je mets un tout petit
truc dans ma voix, un tout petit voile, parce que en fait, je suis un petit peu triste en ce moment, mais je vais pas le montrer parce que c'est l'interview. Faut être souriant, faut se faire connaître au Canada pour avoir une clientèle internationale. Mais en fait, je suis pas bien. Tout de suite, tu vas entendre des petites choses, des petites subtilités, et toute la subtilité du jeu en voix off, c'est de rendre ça crédible, c'est-à-dire de faire ce que je viens de montrer un tout petit peu. Faut surtout pas présenter ses émotions. Faut créer un personnage qui a une histoire, qui justifie d'avoir cette émotion, et faire ce que ferait ce personnage dans la vraie vie, c'est-à-dire ne pas montrer ses émotions. Si je suis triste, ma tristesse m'emmerde. Elle m'empêche de te répondre, elle me parasite, donc elle me pollue. Mais tu la sens et elle te touche parce que tu vois que je me bats contre elle. Et c'est ça qui fait que t'es touché parce que je t'envoie. Mais si j'arrive en te montrant ma tristesse, ce que j'ai à dire reste derrière. Et c'est hyper méprisant quelque part pour le public. C'est comme si je disais, hey, regarde, je suis comédien, j'ai fait des cours, je sais pleurer sur commande. Tiens, mange-en et sois triste parce que je t'envoie ça. Alors rebondis dessus, parce que sinon t'es pas gentil, t'as pas d'empathie. T'as vu? Je fais bien mon boulot, Tiens, remange-en. T'as plus faim? Remange-en quand même. Je vais rien demander, laisse-moi tranquille. Ça marche pas. C'est phony. On sent que c'est construit, c'est artificiel. Ça ne correspond à rien. Parce que c'est une voix on a juste fait une voix triste. Mais pourquoi il est triste? C'est qui ce mec-là? Il lui arrive quoi? Il répond à qui? C'est quoi les enjeux? Il y a quoi derrière? Il se passe quoi? Je m'en fous qu'il soit triste. Je le connais pas, c'est pas mon pote. Qu'il soit triste, qu'est-ce que ça me fait à moi? J'ai rien créé avec la personne. Donc la voix, elle trahit, ou plutôt elle traduit fidèlement. Et elle montre ce que nous, on essaye de trahir, si on fait semblant. Donc voilà, d'où le danger, d'où la finesse, d'où les trucs humains qui se passent comme ça, qui sont un peu fins, un peu jolis, et qui font qu'à ce moment-là, il y a la magie qui opère. Si je te pousse sur un truc où justement je veux que tu t'énerves. Sensible. Je fais faire un truc sensible. À la fin, tu vas me dire, tu m'emmerdes, Alex, arrête maintenant. Ah ben voilà, là c'est bien, vas-y, refais. Tu vois? Ouais. Parce que c'est exactement ça. Tu t'es laissé avoir dans ton corps et dans tes ressentis un truc que t'avais pas envie de ressentir. Mais c'est le boulot. Donc tu enfiles un costume invisible de boulot et il y a ce truc-là qui passe et on en a besoin et là c'est intéressant parce qu'il y a autant de façons d'être triste que d'être humain. Et donc là je vois un truc que toi seul peux construire. Et je saurais jamais d'où ça vient. Mais toi tu sais. Et toi tu dois savoir et ne jamais me le dire. C'est comme écrire, tu n'expliques pas, tu montres. Et donc, ça va être la façon de Gérald d'être triste. Et hop, j'ai bien fait de caster Gérald et pas un autre comédien, parce que là, là, c'est ce que je voulais. Mais on le sait après coup, quand on l'a sous les yeux. Est-ce que tu développes un mindset pour chacun, en fin de compte? Alors moi, je développe rien du tout. Les gens ont déjà tout construit. Simplement, j'enlève comme je dis toujours... Le voile. J'enlève le brouillard qui est devant les panneaux indicateurs, et je dis aux gens... si vous allez à droite, il risque de se passer ça, voilà pourquoi. Si vous allez à gauche, il se passera plutôt ça, à mon avis, voilà pourquoi. Je ne vous dis jamais où vous devez aller. Ok. Ce serait terrible. Mais oui, enlevez le voile, parce que sinon, on y va à l'aveuglette. Et en fait, ça reste un métier qui répond à des lois. Le corps a ses exigences, des choses qu'il faut faire pour obtenir certains sons. On s'entraînait un peu avec ça lundi matin avec Catherine. Ah ouais. Des fois, il faut faire des sons d'animaux pour préparer des sons particuliers, des voix particulières. Il y a que comme ça qu'on les atteint. Entre le sens qu'on met dans ces sons-là, la gêne ou le côté risible qu'on peut y trouver, et ce que ça fait physiologiquement, il y a un écart. Mais il faut en passer par là, et il faut savoir qu'il faut en passer par là. Donc là, ça reste assez académique, mine de rien. Ça reste assez précis. C'est une science, un art, et rien de tout ça en même temps. C'est ce qui fait le côté passionnant. C'est ça qui te passionne, toi, c'est la complexité de chaque être humain, en fin de compte, qui est différent d'un à l'autre, là. C'est ça qui me passionne dans la voix, c'est que c'est le truc unique chez les gens.
et qui fait ressortir ce qui est. On apprend beaucoup sur les gens en écoutant leur voix et en entendant, non pas ce qu'ils disent, mais la musique que ça fait en le disant. On voit beaucoup de choses et avec ça, on peut naviguer et l'idée, c'est toujours d'essayer de faire sortir ce que les gens ont en eux de bien. Parce que c'est ça qui est beau à voir, qui fait du bien à eux, aux autres, et qui est le meilleur matériau, la meilleure matière première. T'es un amoureux de la voix, Alexandre. Ouais, on peut dire ça, oui. Ouais. Ah ouais. T'es un passionné de la voix, ça paraît. Mm-hmm. Oh oui. Alexandre, tu as effleuré le sujet tantôt du charisme vocal. Qu'est-ce qui crée réellement le charisme vocal selon toi? Si tu ressens quand je parle que je n'ai pas peur, que je ne mens pas et que je sais ignorer totalement ce qui est sans importance, alors j'ai du charisme vocal. Et du charisme tout court. Confiant. Ouais, confiant, mais confiant sur des bonnes bases. Si tu sens chez moi de la dissimulation, de la tentative, de la tromperie, arrogance. Ouais, tout des trucs mauvais, mais que tu sens, que tu entends, je perds immédiatement en charisme vocal. Et alors après, attention, parce que ce que je dis là peut prendre une trajectoire perverse. Tous les manipulateurs le savent. Si tu parles un peu plus lentement et avec une voix un peu plus grave, tu vas avoir très envie de croire à ce que je dis qui a l'air très scientifique et qui a l'air très science-based. Je réponds à votre question dans quelques minutes, mon cher Gérald. Truc de politicien. Et puis, si j'ai un problème de voix ou un problème de rhume aujourd'hui ou que j'ai une petite douleur, je peux dire la même chose et même un truc plus vrai et tu vas moins avoir envie de l'écouter parce que là, je parle un petit peu trop vite et je parle comme plein de gens parlent avec leur fébrilité du boulot. Pardon? Voilà. Là, d'un seul coup, t'as plus envie de m'écouter. Et comme les politiciens ici au Québec, très bonne question, qui te répond autrement. C'est pour ça que la némésis de la mise en scène, c'est le media training. Ouais. On rejoint la question du charisme vocal. C'est très facile d'avoir du faux charisme vocal qui marche sur la masse. Vous les avez tous vus faire ça? Ah oui. Ça tape dans l'inconscient de je rassemble, je ramène à moi et je donne l'impression de créer quelque chose, par exemple. Alors que personne fait ça en vrai. Personne fait ça en vrai. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que même quand la voix devient notre métier, on est pollué par des tas de choses qu'on voit et qu'on entend qui sont des façons malsaines d'essayer de donner le change sur le charisme vocal. C'est essayer de convaincre, c'est la pire chose à faire. C'est comme tout à l'heure, on tombe tout le bloc de pierre d'un coup. Dites-nous sans détour qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous gagnerez le respect de tout le monde. Ça revient à l'authenticité d'une personne. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est nerveux, ils vont le voir aussi, là. Oui. Tu sais. Oui, c'est là que ça devient compliqué parce que si tu es vraiment nerveux, alors l'authenticité requiert que tu ne le caches pas. Le problème, c'est que ta nervosité va écraser le message parce que tu ne prends pas soin de l'autre. Si tu lui envoies tout ce que tu es, sous prétexte que ça existe, c'est une incidence, mais il se trouve aujourd'hui que je suis malade et que j'ai très mal dormi. J'ai eu une très très mauvaise nouvelle hier. Où je vais perdre un proche. Il se trouve que là, aujourd'hui, pour l'interview, c'est le cas. Je le dis parce qu'on en parle, mais je le montre pas. Si je devais laisser ma voix faire ce qu'elle veut en pure logique sans filtre par rapport à ce que je ressens depuis ce matin, ça gâcherait l'émission et ça gâcherait l'image de moi en tout cas, ça la dégraderait que peuvent avoir les gens parce qu'ils n'ont pas le contexte et ils n'ont pas à l'avoir. Ce sont des inconnus. Je dois prendre soin d'eux. Je dois leur donner une porte ouverte qui donne envie vers moi. Je dois pas leur balancer ce qui m'arrive parce que c'est vrai et authentique. Parce que je suis authentique. C'est plutôt, faut vraiment que tu sois un personnage dans le rôle que tu joues au moment présent. Oui.
Absolument. Ne pas s'occuper du passé ni de l'avenir, mais de jouer ton rôle. Le truc du moment présent, j'en parlais avec Catherine sur je ramène ça du sport de haut niveau. J'ai appris ça au tir sportif. C'est vraiment une métaphore que j'aime faire parce qu'elle reste pour les gens. Au tir sportif, on apprend, quand on tire vraiment un bullseye, on apprend à refaire ce geste en n'essayant surtout pas de refaire le geste. Et c'est ce qu'on dit, il ne faut garder que les bons souvenirs pour que le corps puisse reproduire le meilleur geste. Point de repère. À partir du moment où tu essayes de faire un truc, tu te mets en tension, et c'est comme si je te disais, Catherine, ne pense pas à la couleur rouge surtout. Qu'est-ce qui va arriver ? L'injonction négative ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait que toi, la cible et la résistance de l'air. Et ton travail, c'est de passer à travers la résistance de l'air et que ça se passe bien sans faire dévier la trajectoire. Donc t'essayes pas de refaire un geste, tu essayes de te rappeler, non pas de ce à quoi tu as pensé, mais de ce que tu as ressenti au moment où tu as fait le tir parfait. Et tu chéris ce souvenir-là, et tu le laisses te traverser, et ça fait un truc à ton corps qui fait que, à un petit micro-mouvement près, le truc est bon ou pas bon. Je sais pas si l'instinct vient en l'encontre de ce que tu refais souvent, en répétition. Il peut venir à l'encontre parce que l'instinct est vigilant. Donc il a tendance à se polluer avec les facteurs environnementaux du moment, sous prétexte qu'il faut tenir compte de ce qui existe. Alors qu'en fait, non. Garder les meilleurs souvenirs pour se protéger, c'est volontairement occulter tout un tas de choses qui existent et qui toquent à la porte en leur disant « Pour l'instant, c'est pas votre tour. C'est pas que je fais du déni, c'est que je prends le pouvoir sur cette situation où je dis « Non, pas maintenant ». Et là, c'est une autorité qu'il faut assumer quelque part. Et là, plein de choses, le charisme, on y revient, tous les conférenciers font ça avant de monter sur scène. Moi, le premier, quand tu dois parler devant 300 personnes pendant 2 heures, tu fais des routines d'échauffement, de voix, de respiration, mais surtout, tu prends un bon souvenir d'un être cher, tu prends un moment bien, tu gardes ça. Et tu gardes ça avec toi. Alors, Alexandre, j'aurais une question pour toi. Donc, qu'est-ce que ton travail autour de la voix t'a appris sur l'être humain en général? C'est bien. C'est quoi ça? Tu votes pour les élections. C'est une belle finale, ça, Catherine. Qu'est-ce que ça m'a appris sur l'humain en général? Les gens qui viennent me voir, comme chacun d'entre nous, subissent un peu, beaucoup, en s'en rendant compte, sans s'en rendre compte, les mensonges du monde, quoi que ça veuille dire. Et je n'ai pas d'autre prétention que d'essayer de les aider à faire quelque chose de bien à leurs propres yeux avec ça. Et ce que ça m'a appris, c'est que vraiment, c'est le truc qui ressort chez tout le monde. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a de bien en eux. Ils sont très prompts à l'autocritique, ils sont leurs pires juges, et dès qu'on leur dit quelque chose de gentil, pas pour les flatter, mais parce que c'est vrai, ils prennent conscience, quand ils en prennent conscience, d'un mécanisme de défense pavlovien qu'ils ont en eux. Ah non, bah arrête, tu dis ça parce que tu m'aimes bien. Ah, par contre, si je t'avais dit ça c'est pas bon, t'aurais fait ah oui c'est vrai, t'as raison, c'est pas bon, faut que je refasse. Les gens se rendent pas compte vraiment de ce qu'il y a de bien en eux, et ils sont toujours très touchés quand ils sentent que tu le vois et tu le leur dis, et tu leur dis allez-y là-dedans, c'est important. Ça vous le faites bien, ça vous l'avez de bien en vous. Allez-y, c'est le truc qui va marcher, qui va marcher pour vous, qui va marcher pour le boulot, qui va marcher pour les autres. Ça les touche toujours beaucoup, et il se passe toujours des belles choses à partir de là. Ça, c'est le point commun que j'ai eu chez tout le monde. On arrive tous avec ça. Quand quelqu'un être bien soi avec soi. soi. Ouais. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de gentil et de vrai sur nous, pas pour en profiter,
ou pas pour nous vendre quelque chose, ça nous touche tous parce que ça n'arrive pas assez souvent. Et là, on montre un truc qu'on montre presque jamais. Et c'est ce truc-là qui fait toute la différence. Et ça, je l'ai eu avec tout le monde, chacun à sa façon. Les gens avec qui je travaille ne se rendent pas compte de ce qu'ils m'apportent. J'en doute pas. Mais toi aussi, Alexandre, juste à t'écouter, je trouve ça, je suis comme boosté, moi, là. Bah, c'est bien, ça me fait plaisir. Oui, c'est... Sans t'en apercevoir, tu vas sûrement aider beaucoup de monde qui vont être écoutés. Ouais. J'espère. Tant mieux si ça vous parle et si ça réveille quelque chose. C'est aussi le but. J'essaye de donner un peu ça au-delà de répondre aux questions parce que moi, ma petite personne, c'est pas très important. C'est pas ce qui est intéressant. C'est ce qu'il y a derrière et qui c'est ça. Merci de ta générosité. Mais c'est bien. On ne passera quand même pas à côté de la question signature du podcast. Question. Ben oui. Donc, ma petite question signature que j'aime poser à tout le monde que j'ai eu sur le podcast jusqu'à présent, parce que j'adore cette question, parce qu'à chaque fois, c'est exactement la même question, exactement les mêmes mots, mais je n'ai jamais eu une seule réponse qui est même pas semblable un peu. Ils sont tout le temps complètement différentes. C'est des réponses qui vont là, alors que c'est exactement la même question à chaque fois. Donc, j'adore cette question. Donc, selon toi et ton expertise, qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière une voix, mais qui fait toute la différence? Dont les gens sont persuadés et qui est faux. C'est le plus dur à aller chercher. Il y a plein de choses dont nous sommes tous persuadés à propos de nous-mêmes et qui sont fausses. Et même quand des êtres chers nous le disent, on tombe des nues ou on les croit pas ou on pense qu'ils disent ça parce qu'ils nous aiment mais qu'en fait c'est pas vrai. C'est vraiment ça derrière les voix, parce que la voix dit l'intention d'agir et dit la vérité, mais la vérité que la personne à ce moment-là est capable et choisit d'envoyer, et elle n'a pas encore accès à tout, comme aucun d'entre nous d'ailleurs à aucun moment. C'est un cheminement infini, mais la voix révèle le niveau à laquelle la personne a décidé de nous parler. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de choses frivoles et anodines? Est-ce qu'on va au fond des choses? Est-ce qu'on se livre? Est-ce qu'on essaye de nourrir notre ego en faisant des effets? Est-ce qu'on se restreint pour pas passer pour le français intello qui fait des grandes phrases et des réponses de 20 minutes? Non, je ne vise personne. Est-ce qu'on va au bout et qu'on voit ce qui se passe et on accepte ses défauts, on accepte ses défaillances, on accepte l'autodérision, on accepte les fêlures, et là, derrière la voix, il y a ça. La voix le dira plus tard, mais à l'instant T, peut-être elle le dit pas, mais on le devine. C'est une ombre chinoise. Dans les voix des gens, quand tu t'exerces, tu entends, tu dis où toi, je suis à peu près sûr qu'il y a ça et ça, on va creuser. C'est des grandes idées, mais je suis sûr que je réponds un peu à côté, mais c'est pas tout à fait à côté. Les voix off, c'est 80% de femmes dans la profession. En tout cas en France. Je sais pas comment c'est à Québec ou dans le monde anglo-saxon, mais en France, c'est 80% de femmes. Donc 80% de mes clients de voix off sont des femmes, à peu près en moyenne. Et un truc que je fais tout le temps, parce que c'est pas calculé, mais à chaque fois, ça arrive à un moment ou un autre sous une forme ou une autre. C'est de discuter avec elles de leur parcours en tant que femme. On rentre pas dans des détails qui ne me regardent pas, mais à un moment, pourquoi on en parle? Parce que ça va empêcher, polluer leur jeu vocal. Parce que, en tant qu'homme, je ne peux pas le comprendre. Je ne l'ai pas en moi. Je le dis brutalement exprès, comme je le dis des fois en cours, parce que je suis assez rentre-dedans dans les coachings avec les gens. Et moi, je ne sais pas et je ne saurais jamais ce que c'est que d'être dans une salle de réunion au travail, entouré de 12 personnes du sexe opposé qui me veulent sexuellement. Je ne le saurais jamais. Ça n'arrivera pas à un homme. Mais vous l'avez vécu, ça se sent, ça handicape, ça fait que vous vous méfiez.
Ça pollue votre voix, ça pollue votre puissance, ça pollue votre possibilité de vous réapproprier tout un tas de choses. Eh ben tiens, là on est dans un truc qui fait peur, qui est faux et dont les gens sont persuadés derrière la voix. Et j'ai des clientes qui sont vraiment resplendissantes et leur voix le transmet, c'est-à-dire ce sont de très belles femmes, je parle physiquement mais aussi au niveau de l'énergie et de ce qu'elles envoient. Et à partir du moment où elles osent mettre leur féminité là-dedans, il se passe un truc super touchant, non pas parce que je suis un homme, mais parce que c'est touchant, point, universel. Mais avant qu'on soit allé là-dedans, ça reste en retrait. Et forcément, c'est embêtant parce que il faut vraiment mettre en confiance. Attends, je suis pas en train de vous flatter, je suis pas en train de vous draguer. C'est qu'à un moment, vous êtes consciente que vous êtes une très belle femme et que tout le monde le voit. Oh, arrête. Non, mais vous êtes persuadé du contraire. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Ça joue sur comment vous vous présentez au monde. Donc, c'est une chance. C'est une énergie. Pourquoi on s'en servirait pas? Ah non, mais si je fais ça, je vais passer pour quoi? Bah voilà, justement, on y est. Sur précaution, peur, angoisse, elles sont légitimes souvent, il y a une raison. Donc encore une fois, je suis pas psy et les gens sont pas là pour me raconter leur vie dans les détails. Il y a pas besoin de décrire les détails, il y a besoin de comprendre ce qui se passe et dire bah tu sais quoi, là on travaille. Avec moi tu peux. Vas-y, montre des trucs. J'ai un regard clinique, je ne te veux ni du mal ni du bien, je suis au travail. Qu'est-ce que t'as à donner par rapport à ça? Parce que ce truc-là t'emmerde, ce truc-là te colle à la peau, ce truc-là t'auto-censure, il préfiltre tout ce que tu dis. Dans tout ce que tu dis et dans la voix que tu prends pour le dire, t'es toujours en train de penser de manière subliminale « Ah oui, mais attention, je suis une femme, donc je dois faire ça, pas ça. » Et je pourrais dire pareil pour un homme, hein. C'est juste moins visible chez les hommes, mais ça existe aussi. Je pourrais dire pour un jeune, pour un vieux, pour un noir, un blanc, un catholique, un musulman, on peut tout prendre. Là, c'est juste un exemple qui me vient parce que 80% de femmes dans la profession. Mais tiens, un premier filtre de censure. Le truc faux dont les gens sont persuadés sur eux-mêmes. Et pour les faire changer d'avis, faut pas essayer de faire chavirer le paquebot en poussant dessus progressivement. Il faut faire un trou dans la coque, le couler et en reprendre un autre. Et donc, comme je le dis des fois, c'est pour ça que je prends le temps avec les gens, parce que les gens ont mis une armure pour se protéger, et en fait, cette armure les asphyxie. Et quand je tape sur l'armure et qu'ils sentent la résonance des coups, ils peuvent avoir l'impression que c'est sur eux que je tape. Alors que je tape sur ce qui leur vole leur identité, et qu'ils croient être leur identité. Ça fait un peu too much dit comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça, voilà. Elle a définitivement une réponse très unique. Je passais pour un gourou. Non, mais c'est de rentrer dans la psychologie de la voix. Souvent, l'ego est tellement fort que on veut pas rentrer dans notre nous-mêmes, en fin de compte. Tu sais. Oui, certains rôles, t'es obligé d'aller chercher des choses en toi que t'as pas envie d'aller chercher. Et ça, j'ai déjà entendu ça à quelque part. Ouais. Et pourtant, il faut. Donc, ouais. On est obligé, encore une fois, la mise en danger. Et c'est vrai même pour les choses gentilles. On en parlait un petit peu lundi. Quand tu veux faire un truc pour les enfants, tu peux pas juste prendre une jolie voix légère et puis « Ah, c'est super, on va faire un truc pour les enfants », parce que ça marche pas. Et quand tu prends la voix de la sorcière dans un conte pour enfants, il faut réellement vouloir faire peur aux enfants. Être une méchante. C'est vachement naturel, comme tu sais, pour une jeune femme qui est mère d'enfants en bas âge, hein, par exemple. Ah ouais. C'est super naturel comme ça premier vient pas élément. Naturellement de vouloir faire peur aux enfants, non, effectivement. Non, hein. Voilà. Et donc, comment on va construire ça? Bah, on va passer par des chemins de traverse. Et quand la personne ose faire peur dans un personnage sans se voir comme quelqu'un de méchant, on a gagné 2 fois. On a gagné pour le produit moi, audio et pour la personne. Je pense à un professeur qui était méchant dans mon temps, puis ça m'inspire. Ah ben, on a tous nos points d'accroche. Moi, je pense à Catherine, c'est la personne la plus méchante que je connaisse de toute façon. Ah oui, t'as raison. Hein. On me le dit souvent. Ouais. La méchanceté incarnée. Ah ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Ça a été un plaisir, Alexandre. Oui. C'est moi qui vous remercie. Plaisir Ah, partagé. gars, moi, je me sens revigoré, là. Bah, je suis une sorte de Gatorade vocal. Oui, c'est ça, hein, d'Energizer. C'est ça. Bon, mais ça va être le titre de l'épisode. Alexandre Damiani, Gatorade vocal. Ah, ça m'apprendra à l'ouvrir, voilà. Je fournis la corde pour me pendre. Et voilà. En tout cas, merci de ta générosité. Merci à vous pour l'invitation. Oui. Et puis vraiment, ne perdez jamais ça. La gentillesse qui émane de vous deux, tout le monde la sent. Et ça charge en énergie positive beaucoup. Et c'est pas si souvent. Merci pour ça aussi. Merci. Ça met en confiance et ça met à l'aise. Merci, Alexandre. Merci beaucoup, ça me touche Alex. beaucoup. Merci. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chaque épisode est une rencontre et j'espère que celle-ci vous a touché d'une façon ou d'une autre. Parce qu'au fond, ce qu'on entend, ce n'est jamais juste une voix. C'est une histoire, une sensibilité, une présence. Et il y en a encore tellement à découvrir. On se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle voix et surtout un nouvel humain derrière la voix.